Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des sports. Miroir des sports essentiellement consacré à du football et du handball. Nous aurons tout à l'heure Pascal Gourdel, l'adjoint au maire en charge du sport à la ville de Nîmes. On fera un premier bilan de cette saison sportive, mais il y en a pour lesquels la saison n'est pas tout à fait terminée. Ils vont nous en parler évidemment tout de suite. Ce sont nos deux premiers invités, Jean-Philippe Aron et Laurent Puységur pour l'USAM. Ça va tous les deux ? Bonjour, ça va. Alors ça va plutôt bien, hein. On sait que Laurent Puységur, on le sait quand il ne va pas très bien, c'est le masque. Voilà, là, regardez cette mine là. Ça va, ça fait plaisir. La 23e journée de ce championnat de Ligue 1 de handball avec un USAM qui a repris des couleurs depuis quelques semaines. Il y a des défaites aussi, mais il y a des victoires importantes et particulièrement celle d'hier face à Créteil. Créteil, c'est le dernier. C'était le dernier. Et ça restera dernier, puisque contrairement à il y a quelques mois, l'USAM a décidé cette fois de mener, puis d'aller jusqu'au bout, de rester devant. Tout à fait. Voilà, pas de comeback de dernière minute qui fout les boules. Non, 26-21. Résumé en images et en commentaire avec Alain Bellon. Il y a parfois des rencontres qui ont l'air de finale. L'USAM Nîmes recevait au Parnasse l'équipe de Créteil. L'entame de la première mi-temps fut pour les joueurs nîmois. Ils ouvrent le score après un loupé de l'équipe de Créteil. Un début difficile pour les visiteurs, car la défense usamiste est intraversable. Mais cette défense perd de son efficacité en deuxième partie de première mi-temps. Cela permet aux joueurs de Créteil de revenir dans la partie. À la 27e minute, le score était de 10-9 en faveur de Nîmes. Cette première période de cette rencontre est riche en actions. À la mi-temps, le score est de 12-11 pour les usamistes. L'entame de cette deuxième mi-temps est à l'avantage des Nîmois. L'attaque des usamistes et les arrêts de son gardien Robin Capel font monter le compteur, qui compte 7 points d'avance à la 26e minute. Le public du Parnasse participe et se lève pour les dernières minutes et ovationne les usamistes. Pour cette rencontre où les joueurs de Créteil ont essayé jusqu'au dernier moment de remonter au score. La partie s'est finie avec un score de 26-21. Eh bien, ça s'est fait avec des réactions tout de suite, celle de Damien Skacanoc et puis également d'un ancien Nîmois passé à l'adversaire, c'est Yacine Idrissi. Ce match, pour nous, c'était notre finale. Donc, toute la semaine, on l'a préparé comme une finale, en se disant que bon, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Je fais honneur à certaines personnes. Et je pense qu'on a pris du bon pied et qu'on a fait, tout le monde a été bien à tous les niveaux et on est récompensé quand même. Oui, là, on est content, on espère avoir les résultats avec nous sur les autres matchs. Comme ça, le maintien sera peut-être assuré dès ce soir. On a clairement vu qu'on fait des entames de mi-temps très très médiocres et dans un match comme ça, ça pardonne pas, quoi. La recette elle est là, hein. Tu marques pas, tu prends les buts, surtout qu'on prend beaucoup de contre-attaques et ça je pense que c'est ce qui est le plus rageant parce que finalement en défense placée, si je peux dire, c'est pas dramatique, mais c'est surtout les montées de balles qu'on encaisse et ça a été un peu le lot de toute la saison, hein. Ça a été souvent comme ça, on perd le ballon bêtement en attaque, on prend en contre-attaque, but. C'est vrai que moi ça me rassure pas, nous les gardiens ça ne nous rassure pas forcément. Et du coup la défense doute aussi et voilà, c'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Mais bon, on a fait une bonne première mi-temps mais on aurait dû rester là-dessus et finalement on a craqué, quoi. C'est eux qui ont craqué, on l'a bien compris. L'analyse des deux joueurs, là, l'adversaire et puis Damien, Jean-Philippe. Je crois qu'elle est assez juste. On avait misé notamment sur les montées de balles face à une équipe qui avait un peu de mal à replier. Et donc on avait beaucoup travaillé là-dessus et c'est ce qui s'est passé pendant le match. On a une bonne défense, une défense solide avec un bon gardien. Et donc des buts plus ou moins faciles quand même avec les montées de balles. Voilà. C'était une finale, c'est le discours que vous avez tenu, le coach, avant, c'est vraiment ça ? Oui, puisque si on gagnait ce match-là, mathématiquement on était quand même très bien placé. Par contre, si on le perdait, ça devenait très compliqué. Donc oui, c'était une finale. On l'avait préparé comme une finale. Et comme le dit très bien Damien,
Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait samedi et c'était important pour nous. Et pas de fébrilité là, si, quand même? Moins, depuis quelques matchs, beaucoup moins, mais c'est pas que depuis ce match-là. Je crois que ça fait 5-6 matchs où on a mis un jeu en place, où les joueurs ont confiance au dispositif et aux partenaires. Donc c'est vrai qu'au niveau de la sérénité, c'est quand même bien mieux. Et puis le fait de ne pas être quand même au fond du championnat, et là on est 9e, ça fait quand même du bien et la confiance est là. La confiance est revenue avec ces bons résultats. C'est vrai que quand on est vraiment au dos au mur, là certes c'était une finale, mais vous étiez un petit peu moins dos au mur que ce que vous avez pu être il y a quelques semaines. Donc ça joue aussi dans les têtes? Ça joue dans les têtes, mais ce qui joue dans les têtes, c'est d'avoir réussi à enchaîner des bons matchs et des victoires. Le plus dur, c'est quand on enchaîne des défaites et de sortir de la spirale négative. Et je crois que, comme le dit Laurent, on avait enchaîné quand même des beaux matchs et des victoires. Donc c'est plus facile d'entamer des matchs comme ça avec la confiance retrouvée. Le déclic, c'est quoi? C'est la victoire à Toulouse, c'était la 18e journée? Même avant, je crois que le match d'Istres, et puis on a fait en fait qui vient gagner quand même ici. Oui, mais on va remettre un peu le truc. Je pense que ce qui a vraiment soudé le groupe, ce qui a fait qu'on a fait une fin de saison intéressante, c'est nos 2 déplacements qu'on a fait en même temps. On est allé à Nantes le mercredi et on est allé à Dunkerque. Oui, vous avez enchaîné le dimanche. 2 matchs à l'extérieur. On a enchaîné 2 matchs à l'extérieur. On n'est pas revenu à Nîmes et on est resté là-bas faire un petit stage, etc. Et je pense que ces moments-là ont été vraiment très importants pour communiquer les joueurs entre eux, moi avec les joueurs, et pour bien mettre en place vraiment ce qu'on voulait faire sur la fin de saison. Ça n'a pas réussi au niveau des victoires sur les 2 matchs, mais on a vraiment montré de belles choses et un jeu propre et léché. Et je crois que c'est arrivé plus tard, on a continué à travailler. Et la victoire de Toulouse, après, a été le déclencheur qui a fait qu'on a enchaîné les victoires. Et après, il y a eu des victoires à la maison, il y a eu quelques défaites à l'extérieur, mais enfin, chez des équipes de très haut dans ce classement, Dunkerque, c'était serré. Oui, Dunkerque, Tremblay, où je me fais un peu voler par l'arbitrage. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais là, vraiment, ça a été flagrant. Là, quand même. Ah ouais, ça a été flagrant. Et voilà, à Nantes, on mène de 2 buts à 4 minutes de la fin, je crois. Donc voilà, on a fait de bons résultats, on est sur une bonne dynamique. Maintenant, il nous reste 3 matchs. Je crois que ça serait bête de galvauder cette saison maintenant, même si, à part un cataclysme, on est maintenu. Je crois qu'il faut qu'on profite de ces bons moments pour travailler, pour continuer à travailler par rapport à la saison prochaine aussi. On va regarder justement les résultats de cette, donc je le rappelle, 23e journée. Il va en rester 3 derrière, avec des choses qui se sont bien décantées, puisqu'on sait qui sera le champion. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais enfin bon, là, ça y est, mathématiquement, c'est fait. Ce sera Montpellier, 38-17 face à Tremblay. Il y aura en 2e position Chambéry. Là aussi, mathématiquement, je crois que c'est acquis. Fait, ouais. On le verra au classement tout à l'heure. Donc Chambéry qui en profite pour renfoncer un petit peu Aurillac, autre rival pour le maintien, pour l'USAM. Et puis Cesson qui a perdu. C'est important aussi pour nous de le suivre. Et Istres et Saint-Raphaël qui se sont neutralisés. On regarde ce que ça donne au classement, avec donc Montpellier-Chambéry devant. Ce sera serré entre Tremblay et Saint-Raphaël. C'est intéressant parce que Saint-Raphaël sera un des prochains adversaires lors de l'avant-dernière journée de Nîmes. Et puis Dunkerque qui est encore dans le coup. Et puis Nîmes, donc 9e. C'est bien, 9e place. On va revenir sur ce classement. Et donc il y a 5 équipes derrière. Il y aura un match à Dijon. Il y aura un déplacement à Dijon, ce sera la prochaine journée. Et puis ensuite, il y aura la réception de Saint-Raphaël au Parnasse. Ce sera le mercredi 26 mai. Mercredi ou mardi? Mercredi. Et puis ensuite, il y aura un déplacement à Cesson. Cesson, donc cette équipe, c'était un des premiers, qui est 11e, juste derrière nous. Donc il y a quand même 2 déplacements sur les 3 prochains matchs. C'est des équipes qui ont encore des choses à jouer, donc ce ne sera pas facile. Alors on va rester sur le classement quand même, parce que, a priori, vu que les équipes qui sont derrière nous se rencontrent aussi entre elles, comme vous le disiez, il faudrait vraiment un cataclysme mathématique. On n'a pas fait tous les calculs, je vous rassure. Il les a fait. Ah oui, ils les ont fait. Qu'est-ce qu'il faudrait comme hypothèse pour que... Alors l'hypothèse, déjà, il faudrait que Toulouse et Aurillac, sur le prochain match qui est mercredi, fassent match nul.
Donc, parce que On va s'il y a un des deux. Toulouse-Aurillac se rencontre. Voilà, Toulouse-Aurillac 12e, 13e. S'il y a un nul là, c'est un peu compliqué. S'il y a une des deux équipes qui gagne, eh ben, l'équipe qui perd est sûre d'être derrière nous. Oui. Et puis Créteil est à 5 points de nous, sachant que Créteil joue son dernier match quand même contre Montpellier, où il y aura la remise du trophée à Créteil, etc. Donc je pense que Montpellier va pas galvauder ça. Qui n'a perdu qu'un seul match, c'était il n'y a pas longtemps. Sachant aussi que Créteil joue Cesson et joue Aurillac. Donc voilà, à part vraiment un énorme cataclysme, je crois qu'on peut être sent rassuré. bon, le maintien quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à préparer la saison prochaine ou faut jouer à fond ces matchs-là? Là, il faut, Jean-Philippe. pour la saison prochaine, il faut demander à l'entraîneur. Maintenant, nous, en tant que joueurs, non, il faut les jouer ces matchs-là, parce que je pense que, comme on l'a dit, on a construit quelque chose cette deuxième partie de saison, on a fait des bons matchs et ça serait dommage de mal finir. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir peut-être un petit relâchement mental parce que ça a été très fatigant cette saison. Mais je crois que l'entraîneur fera en sorte de maintenir les joueurs sous pression pour pas mal finir vis-à-vis de tout le monde, des partenaires, puis même vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut faire la fête jusqu'au bout. Ne prenez pas forcément exemple, on va en parler tout à l'heure, là, du Nîmes Olympique, qui une fois le maintien acquis, alors est-ce que c'est du relâchement? J'en sais rien, c'est le foot, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, les résultats de fin de saison ont un petit peu gâché la fête. C'est comme ça, même si au final la saison n'est pas trop mauvaise, Nîmes Olympique est maintenu, mais du coup une fin de saison un peu en eau de boudin, c'est toujours un peu dommage. Oui, c'est vrai, après c'est peut-être pas les mêmes problématiques. Certes non, mais effectivement c'est vrai qu'après ça peut gâcher un peu, donner une mauvaise impression de la saison passée. La saison a été difficile pour nous, mais c'est vrai que la deuxième partie s'est bien passée et ça serait dommage de finir sur de mauvaises notes. Un mot sur la préparation de la saison prochaine. Un garçon comme Cédric Burdet, il était joker cette année, c'était plutôt bien, vous allez nous en dire un mot, et il sera joker l'année prochaine? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Non, Cédric est venu vraiment par affection pour moi et pour le club nous donner un coup de main sur les 2 derniers mois. Mais il n'était pas du tout question qu'il continue la saison prochaine. Moi, je l'accepterai avec grand plaisir, mais je connais son point de vue et je sais que c'était vraiment une pige. Maintenant, je crois qu'il nous a apporté plein de choses intéressantes, notamment l'expérience et la gestion des matchs et des fins de match et des money time. Donc voilà. Donc positif. Très positif. Mais il faudra trouver d'autres jokers pour l'année prochaine. On a déjà quand même, je pense que vous en avez déjà parlé, mais récupérer quelqu'un qui s'appelle Franck Junillon, qui a été champion d'Europe, champion du monde certainement aussi. Donc déjà, c'est une très belle recrue pour l'année prochaine. Alors ça a déjà dit, on l'a déjà dit sur ce plateau ensemble d'ailleurs, voilà. Je crois, il y a quelques semaines. Ouais, il y a d'autres... Alors on a fait re-signer Damien Skasianoc. Ouais. On a fait signer un jeune du centre de formation, Julien Robichon, donc, qui a signé pour 3 saisons en tant que professionnel. Voilà, après, il y a des départs. Robin Capel va nous quitter. Jonathan Roby va nous quitter. Guillaume Sorina, on le sait depuis assez longtemps, par la Chambéry. Il y a très longtemps. Et un jeune joueur qui s'appelle Merlin Rosier, qui a été blessé sur la fin de saison, là, mais qui ne sera pas dans l'effectif non plus la saison prochaine. D'accord, donc il y aura des recrues forcément, il faudra compenser tout ça, on les connaîtra dans les semaines qui viennent. Ouais, non, assez rapidement, là, ça va se décanter, je pense. Vous savez, toutes les équipes du bas de tableau attendent un peu de savoir s'ils sont maintenus ou pas pour faire leur marché, pour lâcher des joueurs, donc il faut attendre un peu pour que ça se décante. Mais je dirais que d'ici début juin, on aura 95% de l'effectif sûr. Allez, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On rappelle le prochain et dernier match au Parnasse le mercredi 26 mai. Ce sera juste après la Feria, la réception de Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est du lourd, mais vous en avez accroché déjà des équipes de haut tableau, donc ce serait sympa aussi. Ils étaient venus gagner en Coupe de France, Coupe de la Ligue. C'était en début de saison. Ça serait un beau point final au Parnasse, je trouve. Voilà, Parnasse, justement, ça ferait plaisir à tout le monde. Un mot qui va vous faire plaisir également, c'est la qualification en rugby. On est dans les barrages, ça équivaut à des 32e de finale. Le RCNG était en déplacement, bien sûr, ça se joue sur terrain neutre, joué face à Vichy. Ils l'ont emporté largement, 49-25.
Le match était quasiment bouclé à la fin de la première mi-temps. Le 23 mai prochain, attention, c'est ce dimanche, les 16e de finale. Ce sera un peu plus compliqué face à Annecy. C'est une équipe qui s'était qualifiée directement pour ses 16e de finale. Je crois qu'elle a fini 2e de sa poule, cette équipe d'Annecy. Mais voilà, le coup est jouable et ça se jouera là aussi certainement sur terrain neutre, probablement dans la vallée du Rhône, quelque part entre Annecy et Nîmes. Merci encore à tous les deux. On marque une première pause. On se retrouve avec Pascal Gourdel. On va continuer à parler handball, mais également football, bien sûr. À tout de suite. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'Opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'Opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Sport, deuxième partie, nouvelle invitée. Pascal Gourdel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Paul. Pascal Gourdel, l'adjoint au maire de la ville de Nîmes en charge des sports. Et donc c'est pour ça on s'est dit, alors ceux qui suivent l'actualité et les médias locaux vont se dire, mais ce matin on l'a entendu chez nos confrères de France Bleu. Je vous garantis qu'on ne s'est absolument pas coordonné avec France Bleu, n'est-ce pas? C'est le hasard du calendrier qui fait que les saisons sportives s'arrêtent pratiquement pour vous journalistes en même temps. Et oui, pour la radio comme pour la télé. Et donc vendredi, on s'est dit, tiens, on a une bonne idée, on va appeler Pascal Gourdel. Et apparemment, ils ont eu la même bonne idée que nous. On les salue, on sera d'ailleurs voisins pour la feria de Pentecôte à l'Impérator. Ce sont des amis. Et vous êtes souvent ensemble sur les bords de terrain ou de salle. Exactement. Alors, on va parler du bilan des clubs nîmois. On va parler de cette saison. On va parler également des quelques grands événements qui ont été organisés à Nîmes. Il reste encore des petites choses sympas. Hein. On en dira un mot. On va tirer au sort quelque chose tout à l'heure. C'est le ballon dédicacé du Nîmes Olympique. Donc ça, la main innocente. Ce soir, ce sera Pascal Gourdel. Oui. Vous êtes prêts ? Voilà, mes enfants me disent que je ne suis pas si innocent que ça. Donc... Eh bien, écoutez, ils auront la démonstration du contraire tout de suite, tout à l'heure. Et puis, on va d'abord s'intéresser au club qui jouait. On a vu l'USAM il y a un instant. L'USAM n'a pas terminé sa saison, même si... Il reste 3 matchs. Voilà, il reste 3 matchs et on a bien compris dans les propos de Laurent Puységur qu'il était quand même plutôt rassuré mathématiquement. Ça semble acquis, le maintien, c'était quand même l'objectif premier. On a parlé également... Avec une bonne nouvelle, c'est qu'apparemment ça s'est très très bien passé à la DNCG aussi. Oui, au niveau financier. Donc là, on a un club, dis-moi, qui met tout à l'heure. Oui. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très important parce que quand on sait que les difficultés qu'ils ont connues ces dernières années, il faut louer, je crois, le travail de Jean-Pierre Vernier et tout son staff autour de lui, le président, qui ont fait un travail fabuleux pour redresser la barre, j'allais dire, et surtout avoir une crédibilité auprès des organes type DNCG, où ce ne sont pas des marrants. Non, ce ne sont pas drôles, on l'a vu tout l'été dernier. Ce ne sont pas des marrants, mais bon, comité olympique. On voilà, se rappelle quand même qu'il a fallu aller au recours au comité olympique pour le maintien. Mais ça a démontré que la sincérité dans la démarche de Jean-Pierre Vernet, elle y était et qu'elle est récompensée, je crois, actuellement. C'est dit sur l'USAM. On a également donné le résultat du RCNG, qui est qualifié. Belle victoire face à Vichy. Et donc un match à venir, ce sera pendant la feria, ce sera dimanche. Face à Annecy, ce sera quelque part dans la vallée du Rhône. Et donc 16e de finale. Là aussi, on sait que les comptes sont remis à l'heure. Claude Ponto nous l'a expliqué plusieurs fois et ça c'est bien. J'allais dire, bon, c'est pas le propre ni moi, mais c'est vrai que le sport a évolué ces dernières années et il fallait évoluer avec, et toutes les anciennes pratiques qui se passaient un peu partout en France
il fallait les corriger. À Nîmes, hein, non, il fallait les corriger. Alors, le problème, frais de mission, frais de déplacement pour les joueurs, des choses puis comme ça. le budget à maintenir, c'est-à-dire que c'est fini l'époque où, allez, on distribue, on prend sur des logiques sportives, on est prêt à faire et à dépenser de tous les côtés. Je crois que la France est quand même un modèle, pas que pour le rugby, nous le handball. Rappelons la DNCG française est quand même du foot, que de les foot. Européens ne nous envient pas parce qu'effectivement, c'est un gendarme qui permet quand même si il semblerait qu'il y ait quelques difficultés dans le football français ces 2 dernières années. Mais c'est des difficultés liées plus à la conjoncture à des dérapages de gestion. Quand on écoute un petit peu ce qui se passe en Espagne ou en Angleterre ou en Italie, on est bien content, nous, collectivités qui sommes un petit peu partenaires, souvent et les beaucoup derniers partenaires, d'avoir des organes comme ça qui contrôlent et qui évitent tout dérapage. Donc le handball est à jour, le rugby est à jour, est qualifié encore dans ces phases finales et pourquoi pas une montée en Fédéral 1, ce serait tout à fait à la portée des... Sur le chemin, ils auront quand même des gens qui mérité. le connaissent bien, c'est-à-dire après Annecy, s'ils passent à Annecy, il y a Grasse, qui est une équipe qu'ils ont rencontrée, qui était dans leur poule et qui était pas facile. Ce sera pas facile, voilà. Et puis le HBCN, HBCN qui a terminé sa saison hier. Alors, c'est une saison qui a joué les prolongations, vous l'avez compris, puisqu'il y avait une phase de championnat, comment on appelle ça, avant les playoffs, hein, donc la saison régulière, elles avaient terminé 5e au goal average, et puis il y a eu les fameux playoffs, elles sont sorties au premier tour de ces playoffs par Toulon. Toulon, alors champion là, de France. on en parlera, champion de France. Oui. Toulon, champion de France, Très beau après parcours. avoir éliminé Metz. Oui. Metz qui est l'ogre du handball français, Le qui tenant gagne du titre, tout, tenant du titre, champion de France depuis des années et des années. Oui. Vainqueur de la Coupe de la Ligue qui s'est organisée à Nîmes. Ici même à Nîmes il y a quelques semaines. Et puis en finale face au Havre, le Havre qui se dit bah, ça y est, enfin j'ai ma chance. Oui. On a éliminé Metz pour moi. Et puis c'est Toulon qui gagne. Toulon éliminé en rugby, mais Toulon qui gagne le championnat de France de handball féminin. De leur côté, les filles, hier, n'ont pas raté leur sortie, c'était au Parnasse. Les Nîmoises, elles recevaient Dijon, une petite défaite à l'aller, 18-14, on n'avait pas beaucoup marqué à Dijon. Il fallait remonter ces 4 buts, chose faite, beaucoup de départs. Toutes les explications avec ces images d'Alain Bellon et ce montage de Marlène Laroche. Match retour et dernier match de la saison pour les Nîmoises du HBCN. Au match aller, Dijon le meilleur d'elle-même dans un esprit de fête. On savait exactement qu'on devait marquer 5 buts pour passer, mais en même temps, nous on l'a pris comme une fête. On s'est dit, nous c'est le dernier match de beaucoup avec cette équipe, donc pour nous c'était la fête. Les consignes, c'était je crois de se faire plaisir pour ce dernier match de la saison avec tous ces départs. Je pense qu'on avait envie de faire un match où tout le monde s'éclate, où tout le monde se régale et voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Pour cette rencontre, il aura fallu jouer sans Julie Goyorani, blessée au genou, et Mariama Signaté, exclue suite à une vive altercation avec Manuel Lee, l'entraîneur du HBCN. Amputées, les Nîmoises ont quand même donné le meilleur d'elles-mêmes. On a montré aujourd'hui que cette équipe a de la valeur, que notre handball il peut être cohérent, qu'on s'y met, qu'on met du cœur et qu'on met de la volonté. C'est vrai, c'était le dernier, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire à Yeni et à Nathalie, celles qui vont finir leur carrière sur le parquet du Parnasse. J'espère qu'elles vont rester toujours autour de ce groupe-là qui a été magnifique. Et c'est en fin d'un cycle qui a commencé il y a 2 ans. Un petit peu sur la frustration de cette saison parce que quand on voit cette équipe, ce qu'elle a pu faire aujourd'hui, on espérait à un certain moment d'accrocher un titre, on ne l'a pas fait. Mais par contre, lors de tous nos matchs importants, les quarts de finale de Coupe de France, de championnat, la finale de la Coupe de la Ligue, on ne s'est jamais retrouvé complète sur le terrain. Et c'est les aléas d'une saison sportive avec beaucoup de blessures. Je suis un peu déçue de ne pas avoir pu jouer ce match-là. Après, je suis contente parce que les filles ont super bien joué, on a gagné, donc ça finit sur que du positif. Ça fait quand même un petit pincement de partir de Nîmes. Mais bon, après, il faut savoir rebondir aussi, donc je suis contente de partir à Aalborg. Mais je pense que toutes mes coéquipières de Nîmes, les entraîneurs, tout le monde va me manquer aussi. Ça fait un petit moment que je suis ici, donc voilà. Dernier match ensemble pour les filles du HBCN, l'émotion a été palpable. Les sœurs Hansen
ou Ba Pérez, qui ont signé dans d'autres clubs, ne seront pas présentes évidemment la saison prochaine. Et l'émotion également du côté des retraités Nathalie Macra et Jenny Florin, auteurs du dernier but marqué. Mais je leur remercie parce qu'aujourd'hui, elles ont, pas toutes quand même, elles ont montré le vrai visage du HBCN qu'on a bâti, qu'on a commencé à construire il y a 4 ans. Avec cette victoire 38-29, elles finissent 5e du championnat de première division. Elles restent en lice pour disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Leur sort dépend maintenant des résultats lors de la Coupe de France. Alors effectivement, on attendra le résultat de la finale de la Coupe de France entre Le Havre et Metz, qui sera déterminant pour cette qualification éventuellement en Challenge Cup. Donc cette Coupe d'Europe que les Nîmoises connaissent bien pour l'avoir déjà remportée 2 fois. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui suivent le sport nîmois, que tout à l'heure Manuel a dit, parler de toutes les filles, sauf peut-être pas toutes. Il y a eu une altercation, difficile de ne pas en parler, entre Manuela et Mariama Signaté. Mariama Signaté qui a tout de même reçu le bouquet de départ à l'occasion de ce dernier match, ce qui a rajouté un petit peu de tension. Voilà, de la tension sur cette fin de saison entre Mariama Signaté et son coach Manuela Ili. Mais Mariama Signaté part au Danemark avec Julie Goyorani, et donc la page sera vite tournée. Il faut rebâtir une nouvelle équipe avec les joueuses qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes joueuses issues du centre de formation. Puis il y a également Camille Aiglon et sa collègue. Alors son nom le est nom c'est imprononçable. Voilà, mais il faudra qu'on s'habitue. Ce sera pour la saison prochaine. Qui a démontré qu'elle avait un sacré bras. Voilà, du caractère et du bras. Donc les bases arrières du HBCN sont garanties avec des joueuses qui ne sont pas trop fragiles. C'est vrai que Mariana Signaté, là-dessus, il y avait le talent et malheureusement beaucoup de blessures, trop souvent la fragilité au niveau peu de chance et beaucoup de blessures. Genoux. Voilà pour le HBCN. On a parlé du handball. Le handball, là, il n'y a pas de problème financièrement, le HBCN. Non, je crois que... Mais je crois que le président Gébelin, qui est là depuis plus de 20 ans, mène sa barque tranquillement. Alors ça n'empêche pas que quand on discute, on a profité de la finale des phases finales de la Coupe de la Ligue organisée à Nîmes pour discuter évidemment avec le président des Planques. Le président de la Fédération française. Donc c'est vrai que le handball féminin souffre un petit peu. Ils ont mis un seuil de 700 000 € pour les clubs de budget. Et c'est pas facile à trouver, d'après ce qu'on a compris. Donc beaucoup de clubs, d'ailleurs, si vous regardez de 14 clubs, ils sont passés à 10, plus par des problèmes justement de financiers que de sportifs. Des clubs qui n'arrivent pas à boucler. Qui n'arrivent pas. Il y a la frontière entre les clubs qui sont en deuxième division pour monter en première division, où le fossé est en train de se creuser. Donc c'est plutôt le handball féminin qui a un souci pour arriver à s'équilibrer et à trouver ses marques, plutôt que les clubs individuellement, parce que les clubs qu'on évoquait semblent être très à l'aise dans leur budget. La Coupe de la Ligue, justement, de handball, ça a été un des grands événements sportifs cette année à Nîmes. Alors on parle de cette année 2009-2010, on se comprend. Est-ce que pour vous c'est le plus important? Il y a eu également le championnat de France de tennis de table, c'était quelque chose de très lourd. Alors le plus important... Et le tournoi de tir à l'arc, voilà, j'allais dire quand même... En nombre de compétiteurs, effectivement. Et puis en prestige, c'est-à-dire que le tournoi de tir à l'arc qui ouvre notre année civile, j'allais dire, est monté encore d'un cran supplémentaire cette année, avec notamment l'association avec Las Vegas dans le cadre du World Challenge Tour. Et il a grimpé d'un cran. Et dernièrement, avec le président Michelucci et Olivier Grillat, nous avons reçu à Nîmes le président de la Fédération française de tir à l'arc, avec qui on a discuté, puisqu'il y avait quelques petites tensions entre le club et le président de la fédération qui, de ce fait, ne venait pas. Et là, ce tournoi prenant une ampleur mondiale reconnue, le président de la fédération était présent, on a travaillé ensemble et on travaillera ensemble pour en faire un événement vraiment mondial avec Las Vegas. Il recherche pour 2011-2012
une troisième ville asiatique. Qui pourrait être en Asie, oui, puisque c'est un des points forts. Voilà, le un tir point à fort. l'arc, la Corée, la Chine, le Japon. Ils évoquaient la Thaïlande, malheureusement, la situation actuellement politique rend un petit peu compliqué la tâche, mais l'Asie est incontournable puisque le tir à l'arc est quand même bien ancré. Donc le tir à l'arc reste un élément relativement important. Et puis on a eu des petites manifestations, j'allais dire un peu plus en retrait, mais nationales qui ont apporté. Les nationales 2 de natation qui ont eu lieu, organisées superbement, mais j'allais dire ils ont l'habitude par le Nautic Club, qui ont permis à des nageurs... La perspective d'un championnat d'Europe, petit bassin, on en parle. Justement, on était dans notre mois de président de la fédération 14, et donc nous avons eu le plaisir également de partager avec le président de la fédération française de natation, Francis Luis, qui aime Nîmes, qui nous l'a dit, qui aime Nemosa, qui trouve que c'est une infrastructure vraiment de belle qualité et superbe pour des compétitions. N'oublions pas quand on a eu les championnats de France de natation en petit bassin, un nombre de records, on a été obligé de mesurer presque tous les jours le bassin pour savoir s'il était au nord. C'était l'époque des combis aussi. Oui, c'est vrai. Oui, mais on s'aperçoit que sans combinaison, il y a de belles performances qui tombent également. Et je pense à notre Nîmois de naissance, Agnel. Et puis le Nîmois d'adoption. Et le Nîmois d'adoption qui a été champion de France, médaille d'or et médaille de bronze. Arnaud Randon. Qui a fait... Qu'on connaît bien à Nîmes, puisque vous l'avez déjà vu à l'antenne. Oui. Donc le National 2, on a eu des championnats de France après en jeune cadet, et on a eu effectivement la finale de la Coupe de la Ligue de handball féminin, et le championnat de France de tennis de table. Donc en l'espace de 3 semaines, nous avons eu tir à l'arc, le président de la fédération de tir à l'arc, de natation, de tennis de table et de handball qui étaient présents à Nîmes, et ça nous permet de discuter et de voir que Nîmes intéresse ces fédérations et d'autres fédérations parce que c'est un lieu où on peut organiser de belles manifestations et que nous savons accueillir et qu'il y a un savoir-faire des clubs, du service des sports de la ville pour ces événements-là. Alors, il n'y avait pas que le dernier match pour le HBCN. Ce week-end, il y avait également la dernière journée de Ligue 2 avec Nîmes Olympique qui, au Costières, recevait Tours. Un match sans trop d'enjeux, mais l'enjeu, c'était un peu de prestige. Il s'agissait de bien finir au Costières. Alors, bon, mitigé un petit peu à l'image de cette fin de saison avec le Nîmes Olympique, puisque les Nîmois ont arraché, et ça a fait plaisir, le match nul un partout, mais n'ont pas su concrétiser leurs actions une fois de plus. Résumé en images avec nos commentateurs déchaînés habituels. On les retrouve, Olivier Martinez et Patrick Champ, et un montage de Frédéric Siller. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au stade des Costières pour assister à ce qui représente le dernier épisode du feuilleton de la Ligue 2 2009. 2010. Et il espère peut-être reprendre l'épée le 15 juillet prochain à Barcelone. Alors que hey la parade. Oh là là, cadeau, enfin pas cadeau, grosse frappe de Haïté et puis frappe du gauche de Mandriki avec l'intérieur du pied, mais ça n'a pas été suffisant. Allez, attention, parce qu'il y a des espaces là pour les... Et là c'est Attic qui fait débouler une frappe. Et la frappe d'Attic, elle passe au-dessus. Et Giroud qui s'est fait déjà quelques amis de la tribune sud du fait de sa prochaine saison sous les couleurs montpelliéraines. Effectivement. Il n'en fallait pas plus. Et cette reprise est tournée. L'artisan de la montée aussi, si elle a lieu, c'est Benjamin Psom, un des meilleurs joueurs qui a... Normal, il est passé par Nîmes. Ah, la frappe, première intention, Jean-Jacques Mandriki. Les Tours, ils sont pas très bien en ce moment, ils ont besoin de souffler, il faut en profiter. Non, pas donner les ballons, ne pas donner les ballons comme ça, il n'y a pas d'enjeu. Et contre eux, on donne des ballons. Il s'est révélé à ce poste-là, Moussa Sidibé, il est parti dans le dos de la défense, il centre. Ah, il n'a pas pu armer sa reprise, Mehdi Mostefa, deuxième chance. Et Châteauroux qui vient d'ouvrir la marque grâce à Babi qui enfonce Strasbourg. Attention à la reprise. Yoann Cavalli. Allez, Mandriki pour Cavalli. Mandriki qui écarte là pour Moussa Sidibé qui est venu apporter le soutien. Il est passé Moussa, le centre. Allez, oh Jean-Jacques. Ah oui. Tu étais bien joué encore de la part des Nîmois. Bien joué. Zarabi est monté. Ouais, dans la boîte directement. C'était bien essayé. Ouh, la reprise Mandriki. Je vous dis qu'il est dans tous les bons coups ce soir. Cavalli pour Haïté. Haïté, il est parti. Allez, John. Allez, John. Oh, le retour. La reprise. Oh, il marquera pas, c'est pas possible, Cavalli. C'est bien, on est en train de tirer sur la longueur cette défense, c'est bien là. Allez, Yoann. La provoqué, il entre. Eh oui, il peut pas trop toucher en surface.
c'est pas vrai. Quelle occasion avec un travail remarquable de Yohan Cavalli. Benoît Poulain, il est solide. Pas de faute, Benoît, attention. Ouais. Et but. Et oui. Ah, sur un second ballon, là, vraiment pas dangereux. Puis on se fait éliminer. Benoît Poulain qui se fait éliminer sur un dribble. Qui peut pas faire de faute, ouais. Ma foi, pas très impressionnant. Et ça s'est ressenti dans l'efficacité de certains résultats. Allez, elle est bonne là, pourquoi pas? Allez, la égalisation. Oui, c'est mérité. Ouais. Et c'est mérité cette égalisation. Superbe but de Stozic. Et en plus, c'est Stozic. Et c'est terminé. Match nul. Partout. On reste un peu sur notre fait, mais les joueurs ont tout donné. Allez, on va écouter tout de suite la réaction de Jean-Michel Cavalli. Un point sur le match et puis sur la saison, tout ça, à son habitude, Jean-Michel. Un match nul équitable au vu d'occasions loupées de part et d'autre. Je pensais que le premier qui aurait marqué aurait gagné, ce qui prouve qu'on n'a pas lâché jusqu'à la fin. Mais c'est un match d'occasion de but loupé de part et d'autre. C'est vrai qu'on aurait pu mieux faire. Mais quand je vois Strasbourg, Guingamp et Bastia descendre, je me dis que c'est bien d'être ici. Moi, je veux construire. Ce qui est le plus important. Quand on veut avoir un club et pérenniser un club au niveau de l'élite, bon, il faut que ça se passe comme ça s'est passé cette année avec nous. Voilà, on a fait beaucoup mieux que l'année dernière. Depuis le 8 octobre, on est rentré dans le top 10. Et on n'est plus ressorti, puisque ce soir, on y reste. Donc c'est quand même une bonne saison. Maintenant, il va falloir préparer l'avenir. L'avenir, il nous reste 2 ans pour accéder en première division. On va essayer de tout faire pour s'y rapprocher l'année prochaine et puis de concrétiser au moins la 3e année si ce n'est pas le cas avant. La 3e année, alors ça fait partie des débats. On avait sur ce plateau même Jean-Louis Gazot, Philippe Boursa dans Croco Hebdo la semaine dernière. Alors la 3e année, est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est l'année d'après? Est-ce que l'année prochaine on vise la Ligue 1 ou pas encore? Enfin bref, tout ça. Il donnera son avis, tiens, Pascal Gourdel. Mais d'abord, on va marquer une courte pause. Et puis après, je vous rappelle, il y aura également le tirage au sort du ballon. A tout de suite. On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante, Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Miroir des sports, 3e dernière partie, toujours avec Pascal Gourdel, adjoint au sport de la ville de Nîmes. Tiens, je vous donne un résultat qui vous intéresse. Nîmes Métropole en football féminin l'a emporté 12-0 à Saint-Jean-de-Védas. Oui, ça calme. Et puis, alors Saint-Jean-de-Védas, il faut expliquer, elles ont joué à 10, je crois, donc elles ont failli être forfait. Mais donc elles ont été convaincues de jouer. Rivalité là, de Nîmes Métropole, c'est Le Puy, l'équipe qui a gagné 9-1 à Marseille. Bon, il y a des problèmes là pour avoir des équipes complètes. C'est pour ça que l'année prochaine, le championnat sera resserré. Le président nous l'a expliqué il y a 2 semaines. Vous savez qu'une réserve a été déposée suite au match nul ici, 0-0 face à Saint-Étienne. La réserve, ce n'est pas sur le score, qui avait été tout à fait logique, mais sur des joueuses stéphanoises qui n'étaient pas qualifiées, qui n'auraient pas dû être qualifiées pour ce match-là. Donc il s'agit pour Nîmes Métropole d'être éventuellement
de monter, d'accéder en deuxième division. Plutôt que de partir ou de rester en troisième division. Enfin bref, ça n'existe pas. Bref, il s'agit de monter en deuxième division et ça pourra se jouer sur tapis vert, sans doute avant la fin de la semaine. Allez, tiens, si je vous faisais tirer au sort, vous vous rappelez du Télémiroir Magazine il y a 2 semaines avec Jean-Jacques Mandricki et Johan Cavalli en couverture. Je vous montre le nouveau, vous l'avez peut-être déjà récupéré chez votre boulanger ou ici ou là, avec Enrique Ponce en couverture. C'est normal, c'est un spécial Feria de Nîmes, voilà. Je vous l'offre, il est gratuit, hein, ça ne coûte pas beaucoup et ça me fait plaisir. C'est là où je vous reconnais, Pierre-Paul. Vous avez le cœur sur la main. Eh bien écoutez, regardez, on a le cœur sur la main puisqu'on va offrir un ballon du Nîmes Olympique du Mans signé, autographe par l'ensemble des joueurs. Voilà, Nicolas Puydebois. Alors après, on ne reconnaît pas toutes les signatures. Il doit y avoir Sidibé par là. Ça, je ne sais pas dans quel sens ça se lit. Oui, il voilà. y a une dédicace Pierre-Paul dessus. Il n'y a que Puydebois que j'arrive à lire. Benoît Poulain. Et voilà, Al-Shaibani. Bref, allez, ils y sont tous. Zarabi, Abderraouf Zarabi. Vous tirez au sort, cher Pascal Gourdel. La main innocente. Hein. Voilà, vous avez été nombreux à envoyer vos petits coupons. Il faut ressortir la main. Oui, il l'avait prévu. Il faut arriver à ressortir la main. Alors, qui a gagné? Alors, non, Loris Sanche. Oui. Donc, il n'y a pas d'adresse, mais Loris Sanche. Retirer. Alors, Loris Sanche a gagné le ballon du Nîmes Olympique. Ce n'est pas le frère d'Hugo. Non, parce que Loris, c'est le prénom, en l'occurrence. Voilà. Bravo à Loris. Donc, il gagne le ballon dédicacé du Nîmes Olympique. Voilà. Alors, il faudra le garder dans la vitrine. Hein. Sinon, à force de donner les coups de pied dedans, ça va effacer les signatures. Voilà, tant pis. C'est un ballon spécial. Et dans l'actuel Télémiroir Magazine, vous savez ce que vous allez gagner? Si vous êtes tiré au sort, alors il faudra trouver une nouvelle main innocente. Vous allez gagner une cape offerte par Mehdi Savali. Voilà, la cape de Mehdi Savali, elle est superbe, donc vous la retrouverez. Vous renvoyez le coupon ici, et voilà, c'est là. Et vous avez toutes les chances. On essaiera de faire le tirage au sort dans 15 jours. Voilà, Loris Sanche, bravo à lui. On parle foot, Nîmes Olympique, alors bonne saison, moyenne saison, comment la saison? Comme moyenne, je l'ai évoqué déjà, c'est un sentiment mitigé, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas oublier quand même d'où ils sont partis, c'est-à-dire que quand même l'année dernière, c'est une saison où on a vibré pour qu'ils se maintiennent, et quand on a vu que cela s'est joué à la dernière journée, pour dire que ça partait un peu de loin. Donc on a eu une saison où à un moment donné, on s'est vu, hein, ils étaient sur le podium ou pas très loin. Donc on était un petit peu remontés parce qu'on se voyait arriver. Et là, cette fin de saison, les 5-6 derniers matchs... les défaites à la maison? Oui, les défaites à la maison, qui fait qu'on oublie que c'est bien ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, et on retient ces 6-7 derniers matchs. Donc c'est un club en construction, je crois que le président que vous avez reçu vous l'a évoqué. C'est un club en construction. N'oublions pas qu'ils sont restés quand même 5 ans en national, qu'ils avaient perdu le statut pro, qu'ils avaient perdu donc un petit peu toutes ces particularités que font le football professionnel. Et donc le président Gazo et toute son équipe a décidé de profiter de cette récupération du statut pro pour bâtir le club, pour monter, pour y rester. Donc ça, c'est important. Un mot sur ce centre de formation à venir, mais déjà ce centre de vie à la Bastide, donc qui donne lieu à un transfert de la ville vers le club, c'est ça? Voilà, donc le centre d'hébergement historique qui est à la Bastide, avec des terrains attenants. Donc l'idée, c'est Nîmes Olympique qui a l'idée d'en créer un centre de vie et un centre de formation agréé, ne l'oublions pas, pour les jeunes. Et donc cette volonté de créer une unité, quand on voit le passé récent, les difficultés qu'il y avait eu avec l'association, là la volonté c'est de créer une unité de vie entre l'association et le secteur professionnel, et notamment un centre dédié à la formation et aux écoles de football pour justement refaire ce que a su faire Nîmes pendant des années, c'est former des jeunes joueurs. Donc dans cet esprit-là,
Jean-Louis Gazot, président de la SASP, a émis le souhait de se porter acquéreur de tout ce centre pour y investir lourdement, puisque je crois qu'il a fait un calcul, c'est à peu près 4 à 5 millions d'euros à investir pour faire un endroit important, un bon lieu de travail, un bon lieu de formation. Donc nous sommes en discussion avec la SASP, donc c'est pas très simple. Nous avons des gens à l'administration de la ville de Nîmes qui travaillent avec le staff de Nîmes Olympique pour arriver et bâtir cet élément, mais ça part du principe de la construction du club. Un club qui se construit sur la durée, c'est le sens du message qui est passé, qui est venu du Nîmes Olympique. Un club qui se bâtit dans la vitesse, ce sont nos voisins d'Arles avec, rappelez-vous, il y a 5 ans, le CFA 2, ensuite la CFA, ensuite 2 saisons en national. On a commencé à Télémiroir, puisque nous sommes aussi la télévision d'Arles à les suivre, c'était en national, 2 saisons en national, la montée en Ligue 2. La petite phrase qui fait sourire Jean-Marc Orad, c'est, on lui avait dit, le président, vous ne tiendrez pas longtemps en Ligue 2, sous-entendu, vous allez redescendre rapidement. Et bien évidemment, il ne tiendra pas longtemps en Ligue 2, puisqu'il est déjà en Ligue 1 après une saison seulement. Forcément, vu de Nîmes, ça fait un peu drôle. Ça fait étonnant, mais il le mérite amplement, puisqu'il le gagne sur le terrain. Donc heureusement qu'en sport, on a encore ces règles-là qui fonctionnent, c'est-à-dire c'est la loi du terrain, et ils ont gagné leur montée en Ligue 1, donc je crois qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau. On regarde en images le résumé de la rencontre. Alors on n'a pas encore récupéré les images définitives, donc ces images fournies par ma chaîne Sport, sélectionnées par Nicolas Fabre, avec donc la CR L'Avignon et un parc des sports avignonnais qui était plein, qui avait fait le plein plusieurs jours à l'avance, 7000 spectateurs. Il faudra construire des tribunes. Les dirigeants assurent que du côté de la mairie d'Avignon, c'est décidé. Benjamin Psaume, un petit joueur formé à Nîmes, un petit joueur devenu très très grand. C'est en grande partie grâce à ses coups de patte que il n'a pas été formé à Nîmes. Il a joué à Nîmes. Il a joué à Nîmes, il n'a pas été formé à Nîmes, mais bon, il était très jeune à Nîmes. Il est ensuite, il a eu un petit peu de mal à s'imposer ici. Et puis derrière, donc là on est à la mi-temps. Clermont jouait la montée également. Il fallait pour ça, par exemple, que Metz perde, ce que Metz a fait, puisque dans le même temps, Metz était en train de perdre. Ce but sera refusé pour une faute sur le gardien. On le connaît cet arbitre, Monsieur Balige, il est nîmois. Il fait partie des meilleurs arbitres d'ailleurs, qui officient souvent en Ligue 1. Le but refusé par M. Balige, c'est comme ça, c'était le destin, c'était la soirée d'Arles-Avignon. Il y aura encore quelques autres occasions clermontoises, mais Clermont étant finale de rugby, ils ne peuvent pas être partis, ils ne peuvent pas être également en Ligue 1. Et ce championnat de Ligue 2 cette année a été un peu particulier parce que si vous regardez les équipes qui se sont battues l'année dernière pour se maintenir, se sont retrouvées dans le haut du panier cette année. Donc vous avez Brest qui, ne l'oublions pas, faisait partie des équipes menacées l'année dernière. 2 journées avant. Vous avez Clermont, rappelez-vous les derniers matchs avec Clermont qui étaient pareils l'année dernière, Nîmes. Et vous retrouvez cette année ces équipes qui étaient dans la première partie du championnat. Donc, Allez, on va chercher rapidement la réaction de Michel Estévan, un des héros, bien sûr. Il n'était pas ballon au pied, mais on sait à quel point il a une influence extraordinaire, hors du commun. C'est un homme particulier, Michel Estévan. Il a le truc pour faire travailler ses joueurs. On l'écoute le lendemain matin, c'était à Arles qui a fêté ses héros, bien sûr. On ne gère plus rien maintenant. Voilà, on a fini notre saison. C'est une saison plus qu'extraordinaire. On a trouvé un qualificatif pour qualifier cette saison qui a été tonitruante, je vais dire, formidable. Même pas on aurait osé y penser une seule seconde. Voilà. Nous, c'était le maintien. Après, on savait qu'on n'avait ni les moyens, ni les structures, ni l'équipe pour pouvoir prétendre à quelque chose dans cette Ligue 2.
Et aujourd'hui, on est là et je pense qu'on rêve encore, mais là tout est veillé. Mais quand on prend la presse, on est toujours là, 3e. Et puis maintenant, c'est l'accession à la Ligue 1. On va rencontrer les vrais, comme je disais hier soir, les vrais de l'OM, les vrais de Lyon, les vrais du PSG, parce qu'il y a 4 ans de ça, on rencontrait, pas dire les faux, mais les équipes réserves. C'est formidable. Voilà, il a toujours ses formules en plus, Michel Esteban. Il rencontrait la réserve il y a 3 ans et là, il va rencontrer les vrais. Ça veut dire un derby olympique de Marseille, Arles-Avignon l'année prochaine, 2 même, forcément. Oui, 2, oui. Et puis des grandes rencontres avec les équipes qui jouent la Ligue des Champions, l'Olympique lyonnais, ce genre de choses. C'est un parcours fabuleux. Fabuleux parce que... Ça fait envie quand même. Du moins, alors... je vais reprendre, je vais être un petit peu plus terre à terre, mais en tant qu'élu, je suis obligé de l'être de temps en temps. Être et durer, c'est ce qui est très important également, dans quelle que soit la discipline, et en sport en particulier. Donc maintenant, je crois qu'ils ont on craint véritable... forcément pour eux des destins façon Istres ou Boulogne-sur-Mer. Oui. Le moindre mal, c'est la descente d'un étage. Sportif, et la puis redescente, pas plus. Oui. Oui. Mais le pire, c'est après que ça puisse engendrer, comme on l'avait eu Istres à un moment donné, c'est-à-dire que de la Ligue 1, ils sont redescendus en national, difficultés, ils ont eu du mal à repartir. Il faudra faire confiance. Ah non, mais il faut faire confiance. Jean-Marc Conrad, qu'on a vu derrière en image et qu'on entendra tout à l'heure en interview dans le Mais c'est un journal. beau parcours. Il faut les féliciter et on les félicite de ce parcours. Et puis s'en servir peut-être comme modèle ou référence pour faire aussi bien la saison prochaine. Merci beaucoup Pascal Gourdel d'avoir été avec nous. Bravo pour le choix, Loris Sanche. Et puis nous on marque une courte pause, la météo, et puis on se retrouve pour le journal.